Bonjour et bienvenue dans L'Esprit est fort. Aujourd'hui, cette émission sera pour toi. Oui, toi qui as le vertige depuis ton échelle et toi qui préféreras toujours la raclette à la descente. Parce qu'on va parler d'engagement, de ski et de snowboard dans sa version la plus extrême, la pente raide. Vous allez peut-être pas me croire, mais moi, la musculation et pousser de la fonte, c'est pas trop mon truc. Ce que je préfère, c'est plutôt ça. J'adore la montagne. Inspirant, grandiose, puissant mais aussi effrayant. C'est une terre de ride été comme hiver et vous allez voir que certains poussent le sport toujours plus loin. Le ski de pente raide émerge dans les années 20, dans les Alpes, avec des pionniers tels que Armand Charlet. Il y a aussi des Allemands qui vont dès 1935 essayer de gravir le Fürstenkarkopf, des Allemands connus tels que Peter Scheidelmeister ou encore Fritz Kügler. Mention spéciale à Émile Halley, un palmarès hors norme qui deviendra le premier skieur sponsorisé. Et info bonus pour se la péter en société, c'est lui qui conceptualisera la dameuse. Mais regardons un peu le matos, parce que dans le début du raid, c'est pas encore ça. Chaussures souples, fixation foireuse, ski qui pèse une tonne. On est très loin de ce qui se fait actuellement. Puis le matériel évolue, la popularité de ce sport aussi, grâce à des personnes comme Sylvain Saudan dans les années 60. En tout cas, il y a un gros avantage à faire la première, c'est que la tradition veut qu'on donne un nom à la pente qu'on a fait. Vous imaginez un petit peu ? Et vous, ça serait quoi votre nom de couleur? Mettez-le moi en commentaire. Retour au présent. Aujourd'hui, seulement 8% de la population française pratique le ski alpin. Alors pour mieux visualiser les différences entre les pistes et le raid, commençons par le commencement. Les pistes sont classées verte, bleu, rouge, noir. La bonne vieille verte des familles, la pente est inférieure à 20 degrés. La bleue entre 20 et 25, la rouge 25-30 et la noire au-dessus de 30 degrés. Aucune piste ne dépasse 45. C'est là le début du raid. Il semblerait que quelqu'un ait déjà descendu du 65. À ce niveau, on est plus dans de la chute libre. Pour visualiser, je vous ai mis là le petit schéma. Pour cette discipline, il faut un niveau à la descente excellent. Mais pas que, il faut aussi être un alpiniste chevronné. Parce que grosse coupe, avant de descendre, il faut monter. Quasiment systématiquement, on va monter à la force de ses bras et de ses petits mollets. Ce qui demande une condition physique impeccable. Il faut aussi avoir des connaissances sur le milieu pour mieux lire la montagne, prendre les bonnes options, éviter les dangers et donc évidemment aussi techniquement savoir utiliser des pitons, savoir ce qu'est se vacher, s'encorder, faire du rappel. Bref, pour être un bon gars dans le raid, il faut être complet. Et pour savoir dans quoi on s'engage, il existe des systèmes de cotation. Il y en a plusieurs, il y a le système Blacher, Traînard, Shashahani, et ils vont dégager 3 valeurs. La difficulté à la montée, l'exposition et la difficulté à la descente. Les cotations à la montée sont les cotations d'alpinisme. Ça va de F, facile, à D, difficile, voire ED, extrêmement difficile. Et si tu veux du rabat à la cantoche, ça peut pousser jusqu'à ED1, ED2, ED3, bref, c'est la fête. Quant à l'exposition, on ne parle pas de crème solaire, on parle d'exposition au danger, du risque de blessure en cas de chute pour les valeurs E1, E2, de mort probable E3 et de mort certaine en E4. Concernant la descente, la cotation va de 1.1 à 5.6. Le skieur moyen va tourner autour de 2.5. Sauf
peut-être toi. Allez, je ne résiste pas à l'envie de vous parler d'un des personnages les plus respectés de ce milieu. Personnellement, c'est quelqu'un qui m'a inspiré, un modèle auquel j'ai toujours voulu me mesurer. Monsieur Siffredi. T'es sûr de toi? Bah ouais, c'était un snowboarder. Tu devrais quand même vérifier. Bon. Oh mon Dieu. Non, allez, blague à part. On va parler de Marco Siffredi, un chamoniard dont le parcours a donné naissance à des livres, des films, des documentaires. Mais son exploit le plus connu était quelque chose que l'on pensait impossible à l'époque. Rider l'Everest. Ce snowboarder allait là où personne n'allait. À 20 ans, il attaque le Nant Blanc par l'aiguille verte. Des cotations D+ à la montée, 5,5 à la descente et E4 en exposition. À ce jour, seulement 5 descentes ont été effectuées sur ce spot. Il enchaîne les exploits, ce qui va lui permettre d'acquérir une notoriété suffisante pour être invité dans des grands événements tels que la Nuit de la Glisse pour présenter un film Perfect Moment. À partir de là, sa popularité a augmenté. Il a une visibilité nécessaire pour demander des fonds pour réaliser différents projets et aussi le rêve de sa vie. Mais ce qui l'intéresse, c'est pas tellement de gravir les 8848 mètres avec son snowboard sur le dos. Non, c'est plutôt la descente que l'Everest allait lui offrir. Ce jour-là, il s'élance et il va être le premier être humain de l'histoire à rider cette partie du monde. Ça le fera rentrer au panthéon du snowboard, de l'alpinisme et même du sport en général. Au moment où tout le monde pense que l'objectif est réalisé, Marco, quant à lui, n'a pas encore concrétisé son véritable but, le couloir Orbein. La première fois, il avait fait celui-là, le Norton, et déjà, c'est pas le parcours santé de l'EHPAD. Mais l'Orbein, c'est encore un cran au-dessus. À la fin de l'été 2002, il s'engage dans une nouvelle ascension, et c'est le 8 septembre qu'il arrive au sommet, pour tenter son plus grand défi. Ce jour-là, toutes les conditions sont enfin réunies. Lui est prêt. Il va chausser sa planche, s'élancer dans sa descente. Son équipe perd sa trace quelques mètres plus bas. Personne ne le reverra jamais. Mais c'est hyper triste comme fin d'épisode. Ah ouais. Après, actuellement, les connaissances et le matériel a évolué. Et même si le nombre de pratiquants a augmenté, il n'y a pas une hécatombe à chaque sommet. C'est vraiment difficile de vous retranscrire par des mots l'ambiance qu'il y a dans le ski extrême. Alors si jamais vous voulez approfondir le sujet, je vous mets quelques bons liens dans la description. Et voilà, c'était le deuxième épisode de L'Esprit est fort, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on se lâche, on s'abonne, on like, on partage, on tweet, on follow, enfin bref, tous ces trucs là. D'ici là, à la prochaine et n'oubliez pas, l'esprit est fort.